Quelle va être la suite du feuilleton judiciaire? On va en parler justement ce matin avec Ghislain Benassa qui nous a rejoint. Bonjour Ghislain, Bonjour Alexis, bonjour. ça va bien? Tu m'entends? Ouais, très bien. Ah, Comme toi, je suis soumis à tenter de décrypter ce feuilleton un peu fou qui en est à son millième rebondissement et à ses interactions et ses multiples conséquences. Donc, c'est passionnant, même si, disons-le quand même, c'est passionnant, mais ça ne change pas grand-chose à la situation inextricable dans laquelle on est entre politique, justice, je veux dire paysage politique morcelé, incapacité d'en sortir, calendrier incompréhensible, calendrier électoral complètement fou, élection présidentielle, je veux dire, difficile à décrypter, candidature de l'extrême centre et d'Édouard Philippe qui vont en profiter, etc., etc. Bref, le sac de nœuds continue. ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers. Déjà, le timing de la présidentielle, Macron a mis du temps et visiblement, c'est un travail d'orfèvre, hein. Un week-end de vacances et le lendemain du 1er mai. Donc là, on peut s'attendre au pire. Il y a les candidats. Alors, ceux qui sont tenants du bilan macroniste, mais qui font comme si c'était pas eux, hein. Édouard Philippe, Gabriel Attal, c'est vraiment incroyable. Et puis alors, on va s'arrêter quand même à Marine Le Pen, condamnée, mais candidate. Euh, Pourquoi elle se pourvoit en cassation après ce jugement en appel, sachant que là, elle peut faire campagne? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle soit condamnée justement avant la campagne? Enfin, est-ce qu'elle prend des risques ou est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait? Alors, juste un mot, si tu permets, avant d'en basculer au cas Le Pen. Tu as d'autant plus raison sur la question du calendrier et la question des élections présidentielles. Juste un mot, c'est la tactique d'Emmanuel Macron, décryptée quand même de ci, de là, évidemment, s'agissant des dates retenues, donc le second tour, 2 mai. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est que tout le monde, ou presque, évidemment, je présume, mais j'imagine bien que toi tu y pensais immédiatement, mais j'ai constaté que dans les médias mainstream, on n'en parle pas beaucoup, c'est que le seul juge compétent pour les élections type élection présidentielle, hein, c'est le Ouais. Conseil constitutionnel, avec à sa tête Richard Ferrand. Ça veut dire que Ouais. ça veut dire qu'Emmanuel Macron, dans son idée de placer les élections présidentielles le 2 mai, sait parfaitement que si d'aventure recours il devait y avoir pour contester l'opportunité d'un tel choix, d'une manière ou d'une autre, quels que soient les arguments, ça veut dire qu'au bout du compte, ce serait le juge constitutionnel qui serait saisi, c'est-à-dire son pote Richard Ferrand, qu'il a nommé à la tête du Conseil constitutionnel il y a un peu plus d'un an, avec l'aval à l'époque bien timoré du Rassemblement national, qui n'a pas bougé pour envisager un autre candidat que l'homme de paille d'Emmanuel Macron. Ça te donne une idée de la façon dont le 2 mai a été imposé par Macron, en sachant pertinemment que de toute façon, on ne pourrait pas contester un choix présidentiel qui est dans la main du président, avec l'aval du Conseil constitutionnel et Richard Ferrand et tous les autres. Bref, C'est fou. voilà, c'est une petite précision, mais qui te donne, je trouve, qui donne le contexte dans lequel tout ça s'organise, et notamment le cas Marine Le Pen. Alors, s'agissant de Marine Le Pen, en réalité, la situation aujourd'hui, elle n'est pas beaucoup plus claire qu'hier. Pas beaucoup plus claire parce que Ouais. on peut voir cela à courte vue, on peut se féliciter que l'arrêt d'appel soit un petit peu moins défavorable à Marine Le Pen. On peut même penser d'une certaine manière que la Cour d'appel a fait un peu le job, c'est-à-dire qu'elle a calmé le jeu, elle a un peu calmé les esprits avec un jugement de première instance qui était totalement invraisemblable. Première remarque, si tu le permets, et je pense qu'il faut bien le comprendre parce que hier, peu importe, mais j'ai eu droit à quelques emportements contre moi de gens qui m'ont dit non mais les juges ne font qu'appliquer la loi, je suis complotiste en imaginant qu'il y a une intentionnalité derrière tout ça. Vaste, comment dire, vaste raisonnement et Non, mais vaste totem et vaste c'est mythe. puissant. Ouais, Je ouais. le dis d'emblée parce que le juge de première instance avait estimé que pour l'inéligibilité de Marine Le Pen, donc le fait qu'elle ne puisse pas se présenter, le juge avait estimé que l'inéligibilité et l'exécution provisoire, donc le fait qu'immédiatement elle ne puisse pas se présenter, donc on l'a coupé du jeu, le juge avait estimé en première instance qu'il y avait un risque de trouble à l'ordre public démocratique. Ça veut dire que Mm. le juge estimait que laisser Marine Le Pen se porter candidate et pouvoir concourir, c'était un risque pour la démocratie française en extirpant de son chapeau un terme complètement fallacieux et invraisemblable qui était l'ordre public démocratique. C'est une vaste fumisterie qui vient encore une fois de l'Europe. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Personne n'en a parlé à l'époque parce que c'est une notion qui vient de la Cour européenne des droits de l'homme. Bref, vaste, Encore, ouais. vaste débat.
Ah, on va y revenir. Ouais. Vaste chose. Mais pourquoi je dis ça? Parce que comme par hasard, auteur d'appel, cette fois-ci, cette notion n'existe plus, parce elle a disparu des radars, et au contraire, on nous dit que Marine Le Pen ne doit être inéligible que pour 15 mois, peine qu'elle a d'ores et déjà purgée parce que les 15 mois ont couru depuis le rendu du jugement première instance. Donc la Cour d'appel estime cette fois-ci qu'il est impératif que Marine Le Pen puisse concourir au nom de la démocratie et de la liberté des candidats. L'exact contraire. C'est fou. Donc, c'est quoi? C'est une guerre des juges ou c'est... Alors, d'un côté, on peut se réjouir que la Cour d'appel ait une lecture un peu plus démocratique. Bon, il y aura beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais en tout cas, une autre lecture que le juge de première instance, moi, ça signifie deux choses. Premièrement, les téléphones ont sonné. C'est-à-dire que, à mon avis, là, ça a chauffé sévère depuis un bout de temps en disant on ne peut pas une énième fois, je veux dire, rendre un jugement aussi invraisemblable que le jugement qui a été rendu. Et à mon avis, la tactique suprême du juge, et on va en parler, je pense, tout à l'heure, c'est qu'en même temps, il sauve Marine Le Pen quelque peu des griffes de l'inéligibilité. Elle peut se porter candidate à la présidence de la République, mais en même temps, d'une part, il y a cette fameuse question du bracelet électronique, c'est-à-dire de l'exécution de la peine de réclusion ferme, donc qui est aménageable sous forme de bracelet électronique, qu'elle fait sauter par le biais du pourvoi en cassation qu'elle a annoncé hier soir. La ruse suprême, c'est que d'une part, donc sur l'exécution de la peine, elle risquait le bracelet électronique, elle a fait sauter le bracelet électronique par le biais du... Il n'empêche, le problème qui se pose, c'est que désormais le calendrier de Marine Le Pen dépend du bon vouloir des juges, d'un arrêt à venir quand on ne sait pas, qui, selon la Cour de cassation, disait à l'époque, il y a environ un an et demi, que l'arrêt pourrait être rendu en janvier. Donc je te donne un exemple. Après, je m'arrête dans cette première présentation, mais ça signifie qu'en janvier, si on suit le calendrier de la Cour de cassation, qui me paraît un peu fou, mais admettons, en janvier, on pourrait avoir un arrêt qui prononce le rejet du pourvoi de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'on en revient à l'exécution de l'arrêt d'appel d'hier, c'est-à-dire au port du bracelet électronique en cours de campagne à quelques semaines du scrutin présidentiel. Ça, pour l'instant, ça pend au nez de Marine Le Pen qui, quoi qu'il en soit, maintenant a deux calendriers qui se télescopent plus ou moins, c'est-à-dire d'un côté la présidentielle avec Jordan Bardella en remplaçant putatif toutes les 5 minutes et qui a pris de l'envergure, en tout cas la lumière, plutôt que de l'envergure, je pense, depuis quelques mois, et en parallèle le calendrier judiciaire, qui est la NAS, qui en fait, dans laquelle Marine est toujours pris pour les mois à venir, sans certitude quant à savoir exactement le fin mot de l'histoire. Donc c'est une laisse qui est là pour contrôler la candidate d'une certaine façon et dire de toute façon on peut à un moment faire dérailler la campagne du RN. Écoute, depuis hier soir, plusieurs questions se posent. Une question, là, moi je comprends pas tellement, très honnêtement, je veux bien l'enfumage, mais enfin l'enfumage à ce point-là, à un moment, il faut arrêter. L'intérêt de Marine Le Pen, c'était d'avoir un arrêt d'appel rapide pour essayer de se sortir du piège de la première instance et de l'inéligibilité. Ouais. L'arrêt d'appel a été rendu rapidement. D'ailleurs, pas mal de gens ont gueulé à l'époque en disant quand c'est un simple justiciable qui va en appel, ça met 3 ans. Quand c'est Marine Le Pen, elle a un arrêt en 1 an. Bon, admettons, elle l'a eu. Maintenant, le problème, c'est que depuis hier soir, j'entends ce que je te disais à l'instant, que selon la Cour de cassation, par communiqué officiel il y a 1 an et demi, ou 1 an, la Cour de cassation avait annoncé au plus tard un arrêt en janvier 2027. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, et je le sais, je suis avocat, je pratique ce domaine tout de même, je peux te dire qu'avoir un arrêt de la Cour de cassation en moins d'1 an, ça me paraît totalement invraisemblable. Ce qui veut dire qu'on est de nouveau, en train de dépendre d'un agenda illisible et incompréhensible, où soit on a un arrêt très rapide, franchement, ce serait du jamais vu. Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Alors là, tout reste à voir. Ou alors, on a un arrêt rendu tardivement, ce qu'espère Marine Le Pen, c'est-à-dire après les élections présidentielles, qui lui permettrait de concourir sans véritablement être inquiète quant à la décision qui tomberait dans l'intervalle. Mais c'est un jeu risqué, sans certitude, et à mon sens, le problème, c'est que si jamais la Cour de cassation statue en fonction du calendrier qu'elle avait annoncé, ça veut dire que Marine est tributaire d'une décision qui tomberait en janvier, février ou mars et qui pourrait totalement rebattre les cartes à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Je pense que là, il y a une bombe qui, on va dire que, pour reprendre le lexique d'Emmanuel Macron,
Les juges, d'une Grenade. certaine manière, ont balancé une grenade dégoupillée dans les jambes de Marine Le Pen. C'est ce que disait Emmanuel Macron quand il a prononcé la dissolution en petit comité. Il disait cela. En quelque sorte, les juges en ont fait de même. Ça leur permet de se sauver les fesses en disant, regardez, elle a le droit de se porter candidate. Je ne serai pas moi le juge qui l'a coupée. Mais en même temps, maintenant, au grand juge de faire le travail. Et je vais dire tout de suite, j'en parlerai certainement, quand on dit grands juges qui font que du droit, c'est ce qu'on dit de la Cour de cassation, ils ne font que du droit, ils sont objectifs, ce ne sont pas des petits juges. Je précise quand même que c'est les cousins des fameux juges dans lesquels j'ai travaillé pour mon dernier bouquin, Nos vrais maîtres, tu m'avais reçu pour en parler, où je parlais des juges de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Ce sont en gros les voisins, les cousins des juges dont j'ai démontré, pièce à l'appui, que derrière le droit, ils sont pour le moins politiques. Donc, je veux dire, si c'est nos vrais maîtres qui doivent rendre la décision dans le cas de Marine Le Pen, dans l'affaire Marine Le Pen, j'aime autant te dire que pour l'instant, restons très prudents quant à l'issue de ce dossier. Oui, c'est un dossier qui montre, en fait, que la vraie question, c'est est-ce que finalement, le pouvoir, il n'est pas d'abord au juge avant d'être au politique dorénavant. Enfin, c'est le cas en Union européenne, c'est clairement le pouvoir des juges, c'est ce que tu démontres dans ton livre. En France, on voit que c'est ça aussi. Enfin, les manipulations avec Fillon, ça n'arrête jamais. C'est vraiment un truc. Tout est fait pour flinguer les élections, pour mettre en avant tel ou tel candidat. Enfin, il y a une vraie justice politique et il y a un vrai pouvoir des juges. Et ça, on l'a pas vu venir. Alors, en fait, il y a trois manières de le voir. Il y a trois degrés de lecture. Première lecture qu'on entend très souvent, qui est partiellement juste, partiellement fausse, elle n'a pas trop mon aval parce que je la trouve à courte date, à courte vue. Première lecture, c'est de dire c'est la faute des juges rouges. C'est-à-dire que les juges sont de gauche, l'appareil de la magistrature est de gauche, ils sont sortis de l'École nationale de la magistrature avec la même idéologie, on l'entend souvent, et donc ils statuent d'une certaine manière. Bon. Je l'entends souvent, c'est pas tout à fait faux, d'autant plus que la Mitterrandie et désormais la Macronie, passée par la Hollandie, ont mis la main sur l'appareil d'État. Résultat des courses, Macron nomme ses amis, que ce soit Marc Guillaume au Conseil d'État, que ce soit Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, etc. On voit l'opacité de l'appareil d'État rompu à tout cela. C'est pas faux. Deuxième lecture, on peut rester là aussi, ça me paraît un petit peu, c'est courte vue aussi selon moi. On peut s'en tenir au dernier scrutin en disant, c'est ce que Régis de Castelnau, par exemple, a parfaitement démontré dans son livre, on peut effectivement s'en tenir à une lecture politique en disant la justice est devenue politique. Ils sont en train de régler les comptes et ça fait maintenant plusieurs élections présidentielles qu'en fait, on n'a plus vraiment d'élections. On a eu le cas qui avait totalement agité une fin de campagne au service d'Emmanuel Macron. On a eu 2022 où en fait le train russe, si je puis dire, et le train du Covid avaient totalement fait dérailler une campagne présidentielle qui n'a pas existé. Hein. Il n'y a pas eu de débat. Non, il n'y a pas eu de débat. Pas fait de campagne, il n'y a pas eu de bilan, il n'y a pas eu de droit d'inventaire, il n'y a rien eu en réalité, il n'y a pas eu de moment démocratique, de momentum démocratique, si je peux dire. Et puis on a maintenant une campagne présidentielle qui dépend de la Cour de cassation. Ah, je veux dire, qu'on aime ou pas Marine Le Pen, la question se posera. Pour moi, c'est pas important. Et d'ailleurs, dans les prises de parole que j'ai sur la question de droit et justice, je le dis à chaque fois, la question de la personne concernée ne m'intéresse pas. Je suis très très loin de porter Nicolas Sarkozy au nu, d'autant plus de la trahison du traité de Lisbonne, c'est le moins qu'on puisse dire, mais l'analyse de jugement que j'avais faite sur le cas Sarkozy était aussi problématique à l'égard de la façon dont les juges ont jugé. Ce n'est pas la personne qui m'intéresse. Donc ça, on peut l'avoir comme lecture. Maintenant, j'ai ma lecture à moi. Ma lecture à moi, je prétends, j'affirme que c'est la lecture qui permet de comprendre le temps long, de s'installer dans le changement de régime qui est le nôtre. C'est ça. Concrètement, nous vivons depuis, je vais un peu vite, mais une soixantaine d'années, une montée en puissance d'une notion fondamentale que tu connais parfaitement lorsqu'on parle d'Union européenne, etc. On a déjà eu l'occasion d'en parler tous les deux, qui est cette montée en puissance de la construction européenne par le biais de la technocratie. Technocratie qui était le rêve absolu de Jean Monnet et consorts depuis les années 50. Pourquoi je dis ça? Parce que la technocratie va de pair avec deux notions fondamentales, c'est le tout économique, l'Europe en est le bras armé, et le tout juridique. Parce qu'on règle tout via une espèce de scientisme juridique, c'est-à-dire que finalement il faut des règles, des normes, des hauts fonctionnaires, mais aussi un état profond en quelque sorte, c'est-à-dire une administration centrale en général, des fonctionnaires partout, des petites mains et des juges pour faire avancer finalement une politique qui a disparu au profit de la norme.
Ouais. Ce qui fait que depuis maintenant 50 ans, pour résumer, on a des juges qui sont presque en toute autonomie, qui ont, qui ont validé la primauté européenne, qui interprètent les lois de plus en plus agressivement, si je puis dire, qui ont une latitude d'interprétation de plus en plus puissante, qui est aussi copié sur le modèle américain, le fameux modèle qui est fondé sur la common law et sur le pouvoir du juge. Et ça fait qu'en Ouais. fait, pour te répondre clairement, en 2027, lorsqu'on a le cas Marine Le Pen, il faut le comprendre, c'est que les juges ont acquis une sorte d'habitude d'interférer dans tout, sans se soucier beaucoup des répercussions, sans se demander si c'est pas leur rôle ou si c'est leur rôle, sans se demander si la politique ne peut pas être faite par des gens élus avec la souveraineté du peuple je veux dire, en ligne de mire. Tout ça a disparu dans un horizon normatif qui est devenu l'horizon de notre monde. Donc au bout, on a des juges partout. Ces juges ont pris le pouvoir, ils se sont installés et ils voient même d'un mauvais œil ceux qu'ils contestent, puisque tu le sais très bien, le problème, c'est qu'au bout, lorsque tu contestes la chose, on te dit que tu es contre l'état de droit. Quand tu es Ouais. contre l'état de droit, tu es populiste. Quand tu es populiste, techniquement, tu es dans l'antichambre, je veux dire, du fascisme ou de l'extrême droitisation des débats, je veux dire, et au bout, il te reste juste à fermer ta gueule et à accepter le système. Voilà le D'ailleurs, glissement dans lequel nous c'est pour ça que Marine Le Pen se présente et tout de suite les commentaires c'était elle fait un choix populiste d'en référer aux urnes et de dire voilà c'est vraiment les sachants contre le peuple on en est toujours à ce niveau-là mais avec un mépris une haine aussi de la liberté des citoyens parce que pendant ce temps-là le Parlement européen vote sous contrainte mais avec joie le retour de chat control qu'on avait essayé d'évacuer et les lois comme ça de censure continuent de s'accumuler. Enfin, que veulent-ils à la fin ces responsables politiques qui veulent le progrès? Parce que tout ça n'a rien d'un progrès. tout ça n'a rien à progrès. Le cas Marine Le Pen, comment dire, il concentre, il résume à lui seul toutes les contradictions d'un monde qui va déjà évidemment très mal et d'un monde qui a totalement quitté les rives de la démocratie depuis longtemps. Donc tu as tout à fait raison, en parallèle, l'agenda continue, l'Europe fait le travail, le rouleau compresseur continue, chat contrôle qui revient, mais on pourrait parler je veux dire, de la censure qui est une monnaie courante si tu entends la politique pratiquée par les tenants, par les caciques de la Commission européenne et les juges aux ordres, tout ça avance tranquillement. Maintenant, le problème, qu'est-ce qu'ils veulent et quelle est l'intention? Le problème du système qu'on est en train de créer, de ce monde, c'est que on a quitté les rives de la démocratie, mais surtout, Oui. on n'en vient même plus à imaginer qu'autre chose soit possible qu'une installation technocratique pure à tous les étages. C'est-à-dire qu'en fait, l'État profond gouverne à tel point qu'il en vient à ne même pas imaginer qu'on puisse réfléchir autrement. Je te donne un exemple. Dans le cas de Marine Le Pen, regarde, hier soir, ça m'a frappé, j'étais même embarrassé pour elle. Manifestement, elle s'est trouvée un trou de souris pour pouvoir tenter de reprendre la barre et de se présenter à l'élection présidentielle. C'est quand même comme ça que le fil était présenté, qu'elle a repris le manche alors que Jordan Bardella était mis sur orbite maintenant depuis des mois. D'accord, il allait voir les patrons, il s'est présenté à tout le monde, il a pris soi-disant de l'envergure, il a occupé les médias, etc. Et Marine Le Pen hier est revenue. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle est revenue et qu'elle n'avait rien à présenter. C'est-à-dire qu'elle s'est déclarée candidate, mais Ouais. attends, excuse-moi, elle s'est déclarée candidate, mais elle n'a pas réussi une seule seconde à inscrire sa candidature dans une histoire, dans un récit. Bah, quand même, attends, regarde, parce qu'elle a eu. Moi, je trouve que ça lui fait une pub incroyable. Ça lui fait un lancement de campagne phénoménal. Personne n'a ça. Et si tu regardes l'affiche qu'elle a publiée, ça c'était en direct après son Oui. allocution au JT, elle prend la Renaissance, c'est le nom du parti de Macron. Elle prend une police d'affiches, on a l'impression que c'est une affiche de Macron, et elle se met quand même, voilà, c'est le Christ ressuscité ou le Titanic. Mais donc, il y a un côté phénix, on va dire, puis il y a un côté, je prends la suite de Macron. Enfin, moi, c'est ça qui me choque. Alors, alors, je vois ce que tu veux dire. J'ai plutôt la même impression en voyant l'affiche. L'affiche, Ah je oui, suis l'affiche, d'accord. attends, l'affiche, elle pose des vraies questions. Il y a un choix clair de dire, n'ayez pas peur, je ferai pas pire que Macron, et puis regardez, et puis reprendre Renaissance. Enfin, c'est complètement galvaudé ce terme depuis Renaissance, le parti de Macron.
Ah non, mais complètement. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Elle a tenté, par l'affiche qui a vite débarqué et l'annonce de son site internet, Ouais, dont elle a parlé d'ailleurs devant Gilles Boulot, face à Gilles Boulot, elle a tout de suite annoncé les conditions et comment dire, et le périmètre de sa candidature. voilà le La site. couleur, l'affiche, mais par Voilà, contre, il y a le site pour la France, voilà, la oui, Renaissance. Voilà, c'est quand même incroyable. alors là, entendu, oui, je suis plutôt d'accord avec toi, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans le verbe, elle était extrêmement timorée. Ah C'est-à-dire qu'elle oui, elle a ouais, admis de se faire cornériser par Gilles Boulot, qui lui a fait comprendre que juridiquement sa position était faible. Elle s'est laissée, il lui a un petit peu roulé dessus en fait en voulant revenir sur le pouvoir en cassation, même après qu'elle s'est déclarée candidate à l'élection présidentielle. Elle était, elle était mise dans un coin, elle était acculée. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle n'avait pas d'histoire, de récit à présenter pour justifier, pour se présenter comme la bête blessée qui revient plus fort. Elle ouais. s'est fait boxer et elle n'a pas rendu les coups. Bah, alors ça, pourquoi? Parce que là, clairement, quand on te fait un cadeau pareil, tu passes en mode berserk 100% Trump et tu fais effectivement du populisme, enfin ce que tu veux, mais tu vas et tu dis, c'est le système qui veut écraser le candidat du peuple. Enfin voilà, bah, t'as un boulevard. Et à chaque fois, Marine Le Pen, quand elle a un boulevard, t'as l'impression qu'elle prend le trottoir et qu'elle va dans une impasse. C'était le cas du débat en 2022 face à Macron. Elle avait tout pour l'atomiser, elle a tout laissé de côté dans des classeurs et elle a foiré son débat. Donc je ne sais pas si c'est volontaire à chaque fois ou si c'est vraiment qu'elle est nulle et qu'elle perd ses moyens en direct. Moi, ce que je trouve, c'est que le programme, même s'ils assagissent tout, etc., mais le programme, pour notamment la haute magistrature et la haute fonction publique, en tout cas une partie, n'aime pas beaucoup Marine Le Pen et n'aime pas beaucoup le RN parce que, qu'on le veuille ou non, même si se sont assagis à tel point que Jordan Bardella apparaît comme un candidat en fait, du centre droit, je veux dire, à part plein d'aspects lorsque tu regardes un petit peu Ah ça. oui, c'est ce qu'il veut. Hein. Ouais, ouais. Il n'empêche, Marine Le Pen a vécu une tornade judiciaire dont elle a vu, même pas la fin du tout, dont elle a connu un des épisodes hier. Maintenant, elle est a priori lancée. Ce qui me frappe, c'est qu'alors qu'elle est a priori lancée, et là tu as tout à fait raison, elle n'a pas du tout la posture d'un candidat combatif. Par exemple, moi je n'ai pas de leçon à donner, je ne suis pas directeur de campagne de Marine Le Pen, je n'ai pas d'action en la matière, mais ça m'a frappé, un arrêt pareil tombe, qui te laisse le champ ouvert pour une possible candidature dans des conditions certes ubuesques. Moi, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que, personnellement, alors là, je vais me dire, c'est peut-être facile, je suis assis sur mon cul, je veux dire, je peux pas, mais admettons, j'aurais fait du bracelet électronique, une soi-disant de cette marque d'infamie, j'aurais fait une marque de gloire. Mais exactement. Je serais allé à chacun des meetings, je veux dire que j'aurais occupé, en sortant ma jambe avec le bracelet, en faisant teinter la sonnerie en retard s'il le faut, pour que C'est ça ça. devienne une marque de reconnaissance. Pourquoi? Et je dis ça à dessein, pas uniquement pour le style, mais parce qu'une partie du programme du RN, en tout cas une partie de leurs ambitions, et des fois ils en parlent un petit peu, c'est de nettoyer une partie des écuries d'Augias une fois élus, c'est-à-dire de renverser le Conseil constitutionnel, d'abattre la jurisprudence du Conseil d'État, des cours de cassation, de nettoyer les agences qui nous entravent constamment, d'aller au carton au moins un minimum avec une foultitude de pseudo-pouvoirs dans l'ombre qui nous empêchent de faire. Ça veut dire d'aller à l'encontre du système, en tout cas partiellement. Elle aurait dû, elle devrait avoir le récit de son duel avec les juges, devrait être un récit et une histoire qu'elle raconte qui a à la fois vocation à la présenter elle et à la présenter une fois installée à l'Élysée. C'est-à-dire l'état de droit qui s'abat sur moi, l'état de droit qui me contraint, l'état de droit qui m'interdit, qui m'empêche, c'est le même état de droit que je rencontrerai moi, présidente de la République, une fois installée à l'Élysée. Et là, elle nous vend, avec l'affiche que tu as montrée, une macronisation, une Ah espèce de oui. tempérance, de modération qui va totalement à l'encontre d'un tel bras de fer, et un bras de fer qu'elle n'a pas du tout eu l'air de jouer hier soir, où moi j'ai trouvé d'ailleurs qu'elle n'était pas très bonne sur les arguties juridiques, parce que on voit que c'est normal, elle n'a pas à maîtriser le cœur de la procédure, même si elle est avocate, c'est pas son domaine. Enfin, actuellement, Ouais. c'est pas, elle ne concentre pas ses efforts là-dessus. Elle a un bataillon d'avocats pour ça. Mais ça m'a frappé hier qu'elle se laisse engluer là-dedans et qu'elle ne se rende pas compte du duel qu'elle joue contre l'institution judiciaire, qui est le prélude
du duel qu'elle doit jouer contre tous ces organes, ces institutions judiciaires, mais aussi toutes les agences qu'elle veut nettoyer de fond en comble, en tout cas qu'elle annonce vouloir nettoyer. Est-ce qu'aussi le fait que Marine Le Pen soit à ce point-là timorée et qu'elle joue pas la carte de la lionne qui va attaquer, qui va dire voilà, j'ai mon nom, je défends contre les juges, blablabla, il n'y a pas aussi en interne une division profonde au RN entre le clan Bardella, le clan Le Pen, des stratégies contraires aussi. Jordan Bardella l'avait dit, il voulait faire du RN le RPR de Chirac. Est-ce que c'est pas ça qui se joue aujourd'hui, c'est-à-dire la transition du RN en pleine campagne? Incontestablement, il y a les deux lignes, à mon avis, s'éloignent de plus en plus. La ligne Le Pen, canal historique, si je puis dire, et la ligne Jordan Bardella, c'est clair. Je pense aussi que le problème, c'est que le RN a laissé tomber la boussole populiste petit à petit. C'est-à-dire que le Jordan Bardella est d'ailleurs le révélateur de cela. Je pense qu'on ne peut pas être tiktokisé comme il le fait et populiste en même temps. Alors, tu vas me dire Donald Trump y arrive partiellement, mais en tout cas y arriver, il y a plein de choses à en redire après quant à sa présidence actuelle, c'est pas la question. Mais je pense que le fait est que Marine Le Pen je pense profondément que Marine Le Pen, tout ça vient de son... Je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais je pense vraiment que le nom Le Pen est pour elle à la fois un talisman et un signe de damnation. C'est-à-dire qu'elle est restée toute sa vie quelque chose comme la fille de son père qui a vu son appartement, subir elle a vu l'attentat contre son père subi il y a maintenant des décennies. Elle a dû se fabriquer en fonction de ça et elle a manifestement un désir contrarié d'apparaître comme celle qui réunit autant que celle qui divise, mais celle qui parvient à dépasser les contradictions. En somme, Marine Le Pen, la dédiabolisation du RN est partiellement une dédiabolisation de Marine Le Pen elle-même, la fille de Jean-Marie, qui a réussi à mettre dehors le père et à nettoyer tout ça après le départ. Et je pense que le problème, c'est j'avais une fois, je crois que c'était en discussion soit avec toi, soit avec Maxime Le Nagar sur Fonds Populaire, j'avais dit à l'époque, il y a longtemps, je m'auto-cite pas, mais c'est juste que je pense profondément cela, je pense qu'un populisme courtois, c'est un populisme qui meurt. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être populiste à moitié. C'est-à-dire que le problème, c'est que d'autant plus que l'état de droit aujourd'hui, les juges, les juridictions, mais aussi, on va dire, je vais très vite, mais l'état profond, qui est à la fois l'état profond français et européen à Bruxelles, etc., nous a appris à devenir dociles. Nous a fait devenir des espèces de lemmings, si je puis dire. Tu sais, ce vieux jeu vidéo où on avait des sortes de petits insectes, là, de petits hommes ou de petits insectes, je ne sais plus, qui sont tous même... Des petites marmottes, plutôt. Je sais plus, exactement. Voilà, donc à tous pareils et à accepter docilement une révolution sourde qui se fait sans nous depuis longtemps. Moi, ce qui m'a frappé quand j'avais fait mon bouquin, c'est le nombre de fois où nos nouveaux maîtres, qui sont ces juges qui ont monté toute cette sauce de l'état de droit tel qu'on en parle aujourd'hui, ils parlent constamment de révolution. C'est un mot qui est constamment dans leur bouche. Ça veut dire qu'ils ont conscience qu'il faut modifier notre monde et que dans la modification fondamentale, il y a la disparition de la démocratie. Donc, le populiste qui se lève, qu'il soit de droite, de gauche et d'ailleurs, qui décide d'y aller, il ne peut pas être un populiste courtois. Et je pense que Marine Le Pen est allée à la fois, Jérôme Fourquet le dit très très bien dans son dernier bouquin, Marine Le Pen est à la fois l'égérie d'une partie de la France. Les classes populaires aiment beaucoup Marine Le Pen. Il y a quelque chose comme Marine est là. Elle incarne incontestablement une idée d'une certaine France et en même temps qu'elle est restée cela, Marine Le Pen est également devenue cette espèce de populiste courtoise, beaucoup trop courtoise, qui a abandonné ce qui faisait le sel de ses positions il y a 10 ans. Elle a abandonné la sortie de l'euro, elle a abandonné la sortie de l'Europe, elle a abandonné la sortie de la CEDH. Et désormais d'ailleurs, sur pas mal de questions adjacentes, sa boussole est une boussole de centre-droit, je veux dire, qui irait très bien au fond, avec un petit Nicolas Sarkozy d'époque il y a 15 ans, je veux dire, on en est quasiment revenu à cela. Donc, oui, il y a scission entre la ligne de Bardella et celle de Marine Le Pen, mais il y a aussi un parti qui est rentré dans le rang, peut-être par crainte, peut-être par effroi, peut-être par sous-marin, certains le disent, mais en tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut mener une bataille judiciaire en gardant une sorte de flegme un peu timoré, en répondant proprement aux questions de Gilles Boulot, qui a tout fait aussi pour qu'on ne puisse pas parler de sa candidature réellement et qu'il a posé des questions. En fait, c'était les lèvres et il était l'interrogateur tranquille de cette soirée qui, par de la n'a pas donné grand-chose si tu l'écoutes.
Non, non, c'était le grand oral. Elle a juste dit: «Je suis candidate ce soir». Voilà, c'est tout. Voilà. Il y avait rien de plus et donc ça servait à ça pour lancer l'affiche, le site, mais c'est vrai que, enfin le RN, alors, évidemment sur France Inter, ils parlent encore d'un parti souverainiste, mais il y a plus rien, on a un parti aligné comme les autres. Cette dédiabolisation va très loin puisque le RN a voté avec la Macronie sur beaucoup de lois également. Tu t'en parlais, Richard Ferrand a pu être nommé avec l'aval du Rassemblement national. Donc, c'est plus que montrer patte blanche, c'est vraiment la volonté de s'inscrire dans le système et de dire dorénavant, on vise le Sénat, on vise le parti qui va perdurer, comme le PS et LR, peu importe le nombre d'adhérents qui vont s'effondrer au fur et à mesure, on sera un parti ancré dans l'État et on pourra exister comme ça de rente et de prébende pendant des années. Il y a un peu ça derrière? Je te donne un exemple qui m'a frappé. J'ai eu l'occasion d'avoir un débat pile au moment de la nomination de Richard Ferrand avec, Ah avec oui. un confrère du RN. Et on discute, etc. Et il m'explique, je comprends la stratégie, si on a une stratégie concrète comme ça, pourquoi pas. Bon, moi, elle n'a évidemment pas mon aval du tout, mais enfin bon, je ne suis pas au RN, Dieu soit loué. Et il m'explique que si c'était pas Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, ce serait pire que Richard Ferrand. Ça veut dire qu'il est sur une stratégie des petits coups en se disant, il y a quelques juristes du fond de la classe, il n'a pas tout à fait tort, qui sont Ouais. encore plus rodés à la chose juridique, si tu veux, plus roués, plus secrets sur la façon dont le droit s'élabore. À la limite, en gros, prenons la serpillière d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire Richard Ferrand, c'est mieux en tant que personnalité, c'est ce qu'il me disait. Et là, moi, les bras m'en sont tombés. Parce que la question du Conseil constitutionnel, du pouvoir des elle dépasse largement le petit cas de Richard Ferrand. Cette question est partout. On s'en fout, C'est-à-dire que ouais. tu prennes le patron du Conseil d'État, Marc Guillaume, je veux dire, j'ai écrit sur je finissais mon livre à l'époque, j'écrivais sur Marc Guillaume l'année dernière, il vient d'être nommé patron du Conseil d'État. Marc Guillaume, c'est qui? Choisi par Macron. Marc Guillaume, c'est l'ami intime du président actuel de la Cour européenne des droits de l'homme, Mathias Guillaumard, qui lui-même a été choisi par Macron pour devenir juge à la CEDH, puis président de la CEDH. Ça veut dire que tu as sur orbite des chefs de juridiction, les vrais maîtres dont je parle, les types qui ont vraiment le Ouais. pouvoir dans l'ombre, qui sont comme par hasard alignés sur la même abscisse, ont fait les mêmes études, sont passés par Sciences Po ensemble, etc., avec certains comme, je te donne un autre exemple du copinage invraisemblable, qui était pour certains sur les bancs de Sciences Po à côté de Martin Hadjari, l'actuel patron de l'ARCOM. Ça veut dire que quand tu comprends ça, tu comprends l'effet de voisinage, de copinage, de cooptation totale. Conseil d'État, Cour de cassation, ARCOM, CEDH, etc. C'est les mêmes prébendes, les mêmes indicateurs, les mêmes personnalités, les mêmes figures, les mêmes réseaux. Quand tu comprends ça, m'expliquer, comme l'a fait le RN, que Richard Ferrand, c'est mieux qu'un autre, mais vous ne vous rendez pas compte de l'armée qui est préparée pour cela. Ça n'a aucun sens comme stratégie, parce que de toute façon, c'est de la si courte vue qu'il n'y aura aucun résultat. Soit vous vous dites ce que moi je dis, le Conseil constitutionnel et les juges déconnent depuis 50 ans, il faut tout remettre à plat, soit, à mon sens, tu es destiné à rester le Et ça ressaute. pouvoir aujourd'hui et qui font Ah, quand ça même revient. politique tranquillement à coup de décisions, etc. Ouais. Alors tu es revenu, ça a bloqué un peu, mais tu es encore là. Donc aujourd'hui, on a clairement affaire à un pouvoir des juges décomplexé, à une caste aussi très organisée, une équipe, hein, au niveau européen et au niveau français. Bon, à quoi ça sert de voter? Écoute, je vais te faire une réponse certes trop rapide, mais à quoi ça sert de voter? C'est la faculté pour un homme, une femme évidemment, peu importe, hein, c'est la faculté pour un individu de se lever et de mettre dans l'urne, sans pression aucune le jour de l'élection, le choix qui est le sien. Alors évidemment, on va me dire que c'est extrêmement naïf, que c'est au fond, qu'est-ce qu'il reste de tout ça? Et je suis le premier à reconnaître que les conditions d'organisation des élections, je veux dire, je l'écris bouquin après bouquin, c'est pas pour me justifier, c'est que je comprends très bien. Il n'empêche, on peut tous faire dérailler un scrutin en prenant le bulletin qu'on estime le moins nocif. Alors le faire Ouais. dérailler, ça ne veut pas dire par là qu'on aura des résultats tangibles en moins de 5 minutes. Je pense profondément qu'il nous manque une vraie candidature, hein, je veux dire une vraie façon de réorganiser complètement le modèle. Et je vais donner un exemple. Quel est le candidat qui aujourd'hui, par exemple, quel est le candidat qui aujourd'hui partirait non pas de Paris, mais du fin fond de la France pour démarrer sa campagne?
qui dirait, moi je m'en fous de savoir ce que pense le 16e, personne, qui dirait, on bat la Si, campagne vraiment. Gabriel Attal, il a lancé sa campagne dans un petit village. Voilà. Il a fait Alors, la petite photo les qui fait bien. journalistes, non mais voilà, c'était de la com. Non mais c'est lamentable. Puis maintenant, il fait le tour de la France et alors il picole le matin, il est là genre: «Alors, il faut boire quoi?» C'est d'un mépris de classe monstrueux et c'est vraiment Voilà. aussi enfin c'est vraiment l'enfant du 6e qui fait semblant d'être, voilà, d'être, un Français intégré, mais il sait pas ce que c'est que ce pays, c'est formidable. Donc oui, aucun candidat n'a de chance, sans passer par toutes ces fourches codines. Je suis d'accord, c'est un système, et on le voit bien quand on a la promotion de Attal, Philippe, et cetera. Glucksmann, hein, qui est même pas candidat, mais qui est déjà sur toutes les antennes pour commenter la décision de justice. Bon, si on en revient au RN, il y a quand même aussi un truc que moi j'ai du mal à comprendre par rapport aux électeurs du RN, c'est comment faire avec le cas Bardella et sa princesse. Enfin, le côté un peu jet set, playboy, tiktoker, comment ça peut aller avec un parti qui est censé représenter les classes populaires? Je vois pas comment ça marche en fait. Alors, sur le cas Bardella avec sa princesse, comme pour reprendre ton expression, c'est vrai, j'ai du mal à croire que ça passe crème. Alors, ça passe crème lorsque les médias ensuite en font les gros titres et qu'on a Paris Match, etc., avec les pseudo-photos décontractées. Je veux dire, on se croirait revenu dans le bon vieux temps, parce que Paris Match, quand j'ai vu, pour tout te dire, quand je vois ce genre de une, moi, ça me fait penser, tu sais, à la vieille communication des politiques de les années 70-80. Ah mais C'est-à-dire, c'est il ça, fallait. Giscard, c'est Giscard. Ouais. Exactement, je pensais à Partie de campagne de Giscard, le fameux documentaire de Pardon, où tu voyais Giscard faire du football. Alors, attention, Giscard qui fait du foot, ça reste relatif, c'est-à-dire qu'il a quand même la petite chemise qui fait bien, etc. Il fait du foot pour les caméras. Mais tu vois, Giscard faire du foot, Giscard de mémoire dans la piscine, Giscard faire du ski à Chamalières, bref, Giscard. Au fond, on fait la même chose aujourd'hui avec Jordan Bardella. Maintenant, je pense que, premièrement, je pense que la France, pas que la France d'ailleurs, la société est dans une mutation absolument invraisemblable. L'apparition des réseaux sociaux depuis un bout de temps, maintenant l'apparition de l'intelligence artificielle, crée une espèce de mutation anthropologique à la vitesse de l'éclair. Donc, il faut bien s'adapter. Je ne suis pas en train de te dire, c'est pas moi qui te dirais ça, que je rêve d'une candidature TikTok. Hein. Je crois profondément à l'appel viscéral d'un peuple profond. Je suis assez peu, je veux dire, je suis assez peu séduit par l'idée que des shorts TikTok faits sur la plage l'été suffisent à renouer avec l'appel du pays profond. Tu vois, j'y crois vraiment pas. Mais il n'empêche, peut-être qu'il faut comment dire, s'accommoder. Et peut-être que Jordan Bardella, c'est ce qui se dit au fond. Je fais avec les instruments du bord et je suis devenu, en tout cas à mon avis, c'est comme ça qu'il le vit. Il est devenu une sorte d'égérie pour une jeunesse qui a basculé au RN grâce à Jordan Bardella, qui ne votait pas fondamentalement, à mon avis, Jordan. On verra s'ils le voteront d'ailleurs, parce que je reste toujours très mesuré entre la popularité TikTok d'une personnalité et le fait de mettre un bulletin dans l'urne. C'est quand même deux choses radicalement opposées. Il n'empêche, il y a ça comme problème essentiel. Et le deuxième problème, si tu lis, moi je conseille d'ailleurs à tous nos spectateurs de lire les dernières pages, je crois que c'est les dernières pages, je disais tout à l'heure, du dernier bouquin de Jérôme Fourquet, ou son avant-dernier bouquin, je crois que c'est La France d'après, me semble-t-il. Il a quelques mots sur Marine Le Pen qui sont très intéressants. Il dit clairement, après avoir fait une étude, franchement le bouquin est passionnant, il dit clairement que si tu vas sur les marchés, si tu vas voir le petit peuple qui souffre, qui travaille, je veux dire, qui gagne peu d'argent, qui se lève tôt le matin, je veux dire, tout ce petit peuple qui, pendant le Covid, a tenu, pendant que Leïla Slimani et autres étaient en train de nous écrire des horreurs de récits d'autofiction au bord de l'eau, dans leur si pauvre retraite de l'époque. Bref, ce petit peuple-là vote et reconnaît Marine comme étant quelque part leur mère protectrice. Et Jérôme Fourquet dit, c'est assez touchant même, je crois qu'il emploie ce terme, plus ou moins, en disant que le sondage qu'il fait pour discuter avec les gens, etc., il dit... Il y a quelque chose comme une valeur refuge qu'ils ont en Marine Le Pen. Pas le Rassemblement national, Marine Le Pen. La personne de Marine Le Pen. Parce que c'est étonnant. Alors, c'est étonnant, mais je pense que du coup, la conciliation problématique, c'est de s'imaginer
que cette jeunesse TikTok qui aime profondément, ou un petit peu en tout cas, ou qui a une sympathie pour Jordan Bardella. Jordan Bardella qui a manifestement un goût pour le costume cintré et la mode dernier chic, qui manifestement a plaisir à voguer au Grand Prix de Monaco, si je ne me trompe pas, avec sa princesse. Il est allé au Jimmy's, qui est une boîte où la table coûte 25 000 euros. Ça aussi, ça passait mal en interne au RN. C'est-à-dire que même en interne, il y a des gens qui commencent à dire bon, ça va pas, quoi. Faut faire attention, on est en campagne. C'est ça. Ma question, c'est ce que l'incarnation, si tant est qu'on puisse parler d'incarnation, mais ce que lui représente désormais, Jordan Bardella, en quoi est-ce que ça, c'est vraiment compatible avec le peuple dont je t'ai parlé à l'instant, qui aime Marine Le Pen pour son côté, faut le dire, son côté poissonnière, le fait qu'elle a quelque chose d'entier, que parfois elle a quelque chose d'intégral, qu'elle est beaucoup moins rouée à la communication qu'un homme comme Jordan Bardella, qu'elle incarne pour eux aussi la fille Le Pen qui a eu ses déboires, sa marque d'infamie avec le nom, qui a dû se faire contre, etc. En quoi et de quelle manière tu arrives à concilier les deux versions? Et le problème, c'est que Marine Le Pen, pris dans la nage judiciaire, a vu son ancien, son ex-poulain docile prendre son champ, je veux dire, se faire inviter, prendre son champ également médiatique, etc. Je ne sais pas si c'est conciliable facilement, à mon avis non, et surtout, je pense profondément là, je pense que si Jordan Bardella devient, avec lui ou malgré lui, une figure d'une forme de jet-set politique, je pense que ça peut lui valoir à court terme une espèce de montant dans les sondages, etc., parce qu'on ne parle que de lui, il n'y a pas de mauvaise pub, c'est-à-dire qu'il va occuper l'espace et il l'occupe. Je pense par contre, il faut se méfier d'une chose très simple, c'est que une figure politique, pour qu'elle émerge et qu'elle incarne, il faut de la stabilité, il faut de la durée, il faut de la cohérence. Il y a quelque chose qui se voit dans le physique, le Il faut style. quand même, oui, il faut des actes, quoi. Il faut des actions, il faut Exactement. une histoire. Enfin, c'est pas que des TikTok, des bouquins qui sont écrits par on ne sait qui, et puis des éléments de langage. Ça ne marche pas. Enfin, cette nouvelle génération politique, elle m'inquiète parce qu'elle est vraiment fausse de A à Z. Ah ben elle est fausse comme une partie du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, c'est le monde matrixé. Si tu reprends je veux dire, les films des Wachowski d'époque, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu prends la pilule pour voir la réalité ou la pilule pour voir la fiction. Et Jordan Bardella nous propose actuellement, c'est sa manière de communiquer, il nous propose la pilule de la fiction, pas la pilule de la réalité. C'est-à-dire que tu as une autre vision du monde, je veux dire, il traverse le monde manifestement avec une certaine opulence désormais. En plus, rappelons-le, au début de sa vie, Jordan Bardella, si je me trompe pas, c'était un gamer qui joue en ligne, qui s'était fait une petite réputation dans ces milieux-là, et qui maintenant fraye avec la jet set. Je pense Bardella, c'est un sardoche qui se lance en politique et qui réussit, quoi. Ouais, non mais je pense que évidemment, je vais te dire, je m'excuse d'être passéiste et d'être le prototype du vieux con alors que j'ai 40 ans, mais je l'assume complètement. Récemment, je vais te dire, je rentrais de Paris en voiture. D'accord, je rentrais à Strasbourg, je fais de temps en temps l'aller-retour pour des émissions, un peu de promo, le bouquin, etc. Et puis rencontrer des gens. J'ai rencontré des gens très bien aussi. Je veux dire, Dieu soit loué, on en rencontre partout, des gens très bien. Et je rentrais chez moi et je vais te dire vraiment une connerie, excuse-moi Alexis, ce matin, c'est pas très profond là ce que je vais raconter. Je traverse la France une énième fois et cette fois-ci je passe devant Colombey-les-Deux-Églises. J'y suis évidemment déjà allé, mais ma voiture m'emmène presque malgré moi. Je me dis tiens c'est marrant, je passais par un autre endroit que d'habitude, etc. Je m'arrête spontanément juste à Colombey. Alors j'ai pas le temps de revisiter, j'irai une autre fois, j'y suis déjà allé plusieurs fois, etc. Donc évidemment la ville de De Gaulle par excellence, évidemment. Pourquoi je dis ça? Non pas parce qu'il faut faire un pèlerinage chez De Gaulle, c'est pas mon sujet, je suis pas aussi réac que ça. C'est parce qu'en fait, tu t'aperçois immédiatement de la solitude d'un monde tout autre. Tu observes les arbres, tu profites du vent dans la forêt, tu regardes la platitude de ce monde sans beaucoup d'aspérité. Ouais. Tu es ailleurs, en fait. Et si tu ne fais pas cette expérience-là, que tu ne vis pas cette France-là, tu ne peux pas être candidat à la présidence de la République. Et si tu l'es, tu ne seras jamais un bon président de la République. Parce que c'est ça qui doit t'animer. Le reste, c'est des discussions TikTok, on peut en avoir longtemps. Mais ça veut dire que ce pays-là est le pays qui, fondamentalement, doit t'attacher à l'idée que tu te fais de la France et toute l'idée que tu portes. Et d'ailleurs, pour finir juste là-dessus, pourquoi est-ce que Marine Le Pen m'a déçu hier soir sur le fond de son discours? C'est qu'en fait, à un moment, je crois qu'elle a dit, il me semble qu'elle a dit que la France, ou elle l'a dit il y a quelques jours dans une autre interview, elle a dit que Jordan Bardella et elle portaient une idée plus haute qu'eux, qui est la France. Hier, je n'ai pas senti une seule seconde que quoi que ce soit d'autre l'animait qu'un trou de souris
pour potentiellement avoir le droit de se présenter à l'élection, mais absolument pas une plus haute idée qui aurait guidé son intervention, son duel, comment dire, l'intérêt qui l'anime en prévision de l'élection. Tout ça a disparu. C'est devenu, tu sais quoi, hier soir, c'est devenu, malgré ce que tu as dit, les circonstances, l'arrêt rendu, le pourvoi en cassation, l'invitation aux 20 heures, j'ai l'impression qu'on est rentré dans une candidature banale, alors qu'elle avait tout pour ne pas l'être. Oui, clairement. Ouais, c'est encore un fiasco préparé, quoi. C'est impressionnant. Alors, aussi compliqué avec cette histoire de laisse juridique, hein, on verra où ça va. Mais vraiment, l'élection 2027, elle est sous haute tension, puisque l'Union européenne, et là c'est un autre sujet sur lequel tu t'es penché, va s'occuper de notre élection en France, parce que il y a le DSA. Il faudrait surtout pas que la France mette à sa tête un candidat ou une candidate populiste, Mélenchon ou Le Pen. Donc le DSA va sans doute saboter d'une façon ou d'une autre la campagne présidentielle. À quoi on peut s'attendre de la part des règles européennes en termes de censure de contenu, en termes de bidouillage algorithmique, en termes de réglementation cynique pour saboter la campagne? Alors je vais te dire, il faut s'attendre à tout. Alors quand je dis à tout, je n'aurais pas dit ça il y a quelques années. Je ne dis pas que j'étais beaucoup plus optimiste, mais on peut s'attendre à tout. C'est-à-dire que une hypothèse, je retourne sur le cas de l'Union européenne, juste le cas Macron une seule seconde, parce qu'on a les élections en ligne de mire. Alors il ne peut pas se représenter en 2027, oui. Mais je me rappelle, il y a un an environ, sur TF1, il me semble, il avait donné un entretien très long, il avait tenu le crachoir face à pas mal de contradicteurs, dont Robert Ménard, d'ailleurs, à l'époque, qui était l'un des rares qui a vaguement essayé de le secouer 3 secondes, parce que les autres, c'était tu sais, c'était les caniches tranquillement à la solde du pouvoir. Je veux dire, bon, je n'ai pas senti, franchement, le président d'un bilan aussi désastreux se faire beaucoup secouer. Bref, je veux dire, c'était dramatique. Je te dis ça parce que Emmanuel Macron, donc, à l'époque, a dit cette petite phrase à la fin de l'entretien. Il avait dit, enfin, pas de l'entretien, mais de l'émission télévisée, il avait dit « Je me demande d'ailleurs, la boucle est bouclée, si ce n'était pas Gilles Boulot. » Mais on pourra peut-être me corriger dans les commentaires. Je dirais que c'est Gilles Boulot. La boucle est bouclée avec notre belle émission d'hier. Il avait dit à Gilles Boulot qu'il ne se refusait rien pour la suite, notamment un retour en 2032, etc. C'était là où il avait commencé cette petite musique. Exact. Ça veut dire que Emmanuel Macron lance, et c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'avec un bilan, honnêtement, qui est apocalyptique, il n'y a rien d'autre à dire, il n'imagine même pas vraiment céder le pouvoir. Ça veut dire qu'il a mis sur orbite des remplaçants, l'extrême centre est présent, alors Gabriel Attal, Édouard Philippe, etc., et donc un retour potentiel en 2032. Il faut dire qu'il sera jeune, et que je vois encore sur Twitter des gens dire « Il est si jeune, mon Dieu, ne partez jamais, Monsieur le Président, on aimerait vous avoir toute une vie. » Il y a des gens qui disent ça. Je me demande... J'en ai vu 2-3. C'est vrai que techniquement, je pense que pour le coup, je serais assez favorable à ce que la Sécu leur paye gratuitement quelques séances de psy, parce que je m'inquiète plutôt pour leur personne que là, pour le coup, que même pour la France. Je veux dire, je ne comprends plus. Tout ça pour dire que le cas Macron est emblématique, c'est qu'il n'imagine pas que le pouvoir, soit réellement cédé, donc il prévoit une espèce de passation pour un retour. D'autre part, ça veut dire qu'il pense aussi que le gouvernail est définitivement fixé. C'est-à-dire qu'on ne sortira pas d'un repère jusqu'au naufrage total. C'est l'affrontement contre la Russie avant 2030. Enfin, tout est là. Tu as l'impression qu'il y a un cadre, il faut le respecter. C'est l'installation d'une proto-dictature et la guerre. Bon. Exactement. Et alors, sur le cas de l'Europe, de l'Union européenne, quand j'ai fait mon livre Là, nos vrais maîtres, j'avais trouvé un épisode historique qui était j'ai trouvé tellement éclairant, vu notre situation actuelle, tellement éclairant. C'est que d'autant plus éclairant qu'à l'époque, l'histoire que je vais te raconter, elle est ancienne, donc à une époque où l'Europe n'avait pas du tout l'agressivité, et surtout l'agressivité débonnaire qu'elle a aujourd'hui. Tu vois, à l'époque, un peu les choses. On ne les balançait pas on n'osait pas tout dire publiquement, comme Macron le fait et d'autres maintenant, le font davantage. À l'époque, tu as un sinistre qui a lieu, un sinistre en l'occurrence, un séisme qui se produit en Italie. Et ce séisme a comme conséquence, évidemment, une question d'indemnisation et de prise en charge des sinistrés, des Italiens, des pauvres Italiens, des situations ubuesques, etc. Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle, rentre dans une pièce qui se situe évidemment quelque part dans les institutions européennes, à Bruxelles, tu t'en doutes. Il a par hasard accès, en tant que Français, d'accord, il a accès à des discussions quant à savoir comment l'Europe va gérer cette situation, le séisme italien et ses conséquences. Et Debré entend
il entend d'emblée des Européens, des europhiles, qui sont à la tête de qui bossent pour la Commission européenne, il les entend dire l'Europe n'a pas les compétences en la matière, mais c'est une fenêtre d'opportunité. Ouais. Le mot n'est pas prononcé comme ça, mais il est déjà dans l'air. C'est-à-dire, c'est une aubaine pour prendre comme compétences des compétences que l'Europe n'a pas. Nous sommes, Comme à chaque fois. les années Ouais, c'est exactement. 60, 50. C'était avant que De Gaulle ne revienne au pouvoir. Donc, c'est-à-dire époque du traité de Rome, je ne reviens pas là-dessus. Ça veut dire que cette fameuse question de la fenêtre d'opportunité, elle est consubstantielle à la construction européenne et à la construction de la technocratie dont je parlais tout à l'heure avec toi. Imagine, aujourd'hui, 70 ans plus tard, tous ces dispositifs que tu connais très bien, ce caractère, je disais, cette espèce de technocratie débonnaire et va-t-en-guerre qu'on a aujourd'hui, elle fait tout cela puissance 40 sans s'embarrasser même du secret. Au nom du bien, elle est capable de tout. Exemple, le DSA, d'accord, le Digital Service Act, il est quand même défendu par Thierry Breton qui a invité tous les dimanches sur LCI pour tranquillement nous expliquer qu'il faut que la cause européenne continue, que tout ça c'est très très bien, et qu'au bout d'un moment il faut bien fermer les consciences, fermer les bouches, et donc réglementer les réseaux sociaux, réguler les réseaux sociaux, réguler le free speech, réguler la liberté d'expression, etc. Ça veut dire que pour le reste, pour la campagne présidentielle de 2027, il est évident que de la Commission européenne aux juges européens, en passant par l'administration au sens large, c'est-à-dire l'interprétation des normes, mais également du point de vue français, c'est-à-dire quand tu vois ce qu'Emmanuel Macron prévoit. Ça fait quelques mois qu'il a un projet de loi dans les cartons là aussi, pour s'attaquer aux réseaux sociaux, pour s'attaquer à la démocratie, à l'expression démocratique, parce qu'il prétend que l'ingérence étrangère est partout. C'est le grand mot. Juste, je suppose que tu as dû en parler d'ailleurs sur ta chaîne, la fameuse conférence qu'a donnée Emmanuel Macron il n'y a pas longtemps pour parler de tout ça, c'était une conférence dont l'intitulé était une conférence, je crois, pour la défense de la démocratie. Ça veut dire, quand tu l'écoutes en détail, qu'il nous fait un tunnel de 20 minutes où il met tout le monde dans le même sac, tous les adversaires. C'est-à-dire qu'il met dans le même sac. Je te le fais grosse masse, je n'aurais pas vu du détail. Il met dans le même sac la Moldavie, la Russie, la Roumanie, la Thaïlande, je crois, et quelques pays asiatiques pour des histoires d'ingérence étrangère en matière numérique. Et il dit tous ces gens sont le contre-modèle que nous ne voulons pas. Et il dit il faut lutter contre l'ingérence étrangère, quelle qu'elle soit, de tous ces modèles pris dans un bloc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute forme de démocratie et d'expression démocratique ou de liberté d'opinion, ou de liberté d'expression, qui ressemblerait de près ou de loin à une contestation du modèle français, c'est-à-dire en réalité du modèle européen, c'est-à-dire en réalité du modèle globaliste ou mondialiste, est vécu comme une espèce de contre-feu insupportable et contre-démocratique, ouais, c'est ça. qu'on met dans le même sac que tous les opposants, qu'ils soient européens, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient russes, tous ces gens sont mis dans le même sac. Il faut que rien de tout ça n'arrive chez nous. Donc, il faut les mettre dans le même sac de tout ce qu'il faut censurer, interdire, mettre plus loin, etc. Voilà les conditions pour lesquelles on va à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, on le voit déjà, hein, nous, on a déjà une sorte de chape de plomb algorithmique qui s'est abattue là, il y a 2 mois déjà, où on stagne complètement sur les différentes plateformes où avant la croissance était exponentielle, où on pouvait toucher des nouveaux publics. Donc, pour ce qui est du monde moderne, c'est vraiment visible. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens de s'abonner, d'abonner des gens, de continuer d'en parler, parce que quand on regarde les chiffres, voilà, tous les matins, on n'a pas le droit de passer 4000. C'est comme ça. Et sur X, c'est un peu pareil. Et puis, les plateformes désabonnent des abonnés contre leur propre chef. Sur X, c'est pareil. Hein, j'ai un compte qui ne gagne plus d'abonnés. Tout ça est clairement de l'ingénierie sociale parce que on est une petite voix qui dérange déjà à notre petite échelle. Alors imaginez si on avait le public qu'on mérite, ce serait vraiment un scandale ou un danger peut-être pour le parti unique qui nous gouverne. Donc faites tout pour nous propulser, nous catapulser, comme diraient les fact-checkers, dans la sphère des médias qui comptent dans cette campagne et dans l'info de toute façon, puisque ça va être une lutte compliquée. Hein. Ce DSA, il est vraiment là pour ça, pour empêcher les voix libres de s'exprimer et pour empêcher une info indépendante de la propagande européenne. Chat control qui est revenu, est-ce qu'on peut en parler aussi? Tu as vu ce qui s'est passé au Parlement européen hier. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, cette volonté farouche d'aller même contre les
les règlements, hein, puisque là, ils sont passés outre, enfin, ils ont utilisé une façon de pousser au vote les députés. Et puis, évidemment, les députés ont voté le pire, comme d'habitude. Qu'est-ce que ça dit, ce retour de chat control? Alors, juste une petite remarque, ce que tu dis, évidemment, comment dire, la tenue en laisse de l'algorithme volontaire pour brider, je veux dire, le nombre d'abonnés et pour freiner en fait l'impulsion et certaines chaînes comme la tienne et d'autres chaînes évidemment que c'est un mauvais signe. Maintenant, ce qui me frappe quand même aussi, c'est que si tu regardes le paysage actuel, ça fait maintenant 2-3 mois qu'on a eu droit à la sortie en fanfare. Et quand je dis en fanfare, le mot est faible. Des livres programmatiques et manifestement brillantissimes de Gabriel Attal, par exemple, ou de Raphaël Glucksmann. Manifestement, malgré les passages TF1, France 2, Léa Salamé et tout le reste, je constate, alors j'ai pas de chiffre en tête, je n'ai pas regardé, mais alors, non. Raphaël Glucksmann, pour te dire, là, j'ai pas suivi en détail, manifestement, son bouquin ne suscite pas un intérêt colossal, c'est même le moins qu'on puisse dire, concrètement, tout le monde s'en fout. Je veux dire, et Gabriel Attal, c'est un peu mieux, mais il n'a pas l'air non plus d'affoler les charts, en quelque sorte, malgré la campagne de promotion. Tout ça pour dire que je pense profondément, d'ailleurs vraiment très profondément, que moi qui suis un habitué des médias traditionnels, je parle notamment presse écrite, j'ai été pendant longtemps un très gros lecteur du Monde, je veux dire, j'étais abonné pendant 30 ans, tu vois, donc mes parents m'ont inculqué tout ça, j'ai l'habitude de tout ça. Je constate quand même que, à part les vraiment quelques boomers particuliers, une sorte de classe déconnectée, des mondialistes patentés et des gens qui rêvent aveuglément de faire partie de ce système, alors même qu'ils sont déclassés, la plupart, mais ils rêvent aveuglément en s'estimant que c'est terre promise. Tout ce système perd des abonnés, perd des vues, etc. Tout ça est en train de s'effondrer. Bien sûr, bien sûr. Donc, tu ne luttes pas contre cette mer-là qui va un jour ou l'autre les submerger. Maintenant, sur chat control, mais si je puis me permettre, sur la façon dont l'Europe avance sur tous ces sujets-là. Ouais. Le DSA hier, Thierry Breton, on est le porte-étendard. Chat control hier, j'ai pas regardé. Là, j'avoue que je t'avoue que j'ai pas regardé les débats en détail, puisque j'étais un peu focalisé sur d'autres problématiques, type Marine Le Pen et pas mal de choses comme ça. Mais peu importe. En général, c'est toujours la même chose. C'est que il faut bien le comprendre. Le Parlement européen, lorsqu'il a voté pour des dispositifs type chat control ou d'autres dispositifs, le Parlement européen n'a soit qu'une voix consultative, soit ne sert strictement à rien. Ça veut dire que pas mal de sujets, il n'a pas l'initiative législative, c'est-à-dire qu'il dépend des projets fixés par la Commission. Or, la Commission en la matière a un pouvoir d'initiative et surtout, elle a tendance à avancer à bride abattue. Quel que soit le commissaire, d'accord, que tu prennes le commissaire Thierry Breton hier, que tu prennes, évidemment, n'en parlons pas d'Ursula von der Leyen, qui en plus elle-même est un État dans l'État, parce que semble-t-il qu'elle n'a pas tellement tendance à consulter ses propres commissaires lorsqu'elle va au front. Exemple Covid, lorsqu'elle a acheté ces milliards de vaccins, enfin des milliards, des vaccins par milliards de dollars, je veux dire, sans consulter qui que ce soit, il y a une habitude du fonctionnement de l'opacité, ce qui fait qu'au bout, il ne faut jamais s'étonner que le Parlement vote tout, parce que de toute façon, le Parlement est fait pour donner une illusion démocratique à un système dont l'impulsion, dans tous les domaines, notamment sur le numérique, la censure et sur les mécanismes de contrôle en général, viennent toujours de la Commission et toujours de ce modèle technocratique qui en a strictement rien à foutre de la validation du contrôle. C'est pour ça que je dis tout le temps, l'Union européenne, c'est le prototype de ce que n'est pas un État de droit. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs comme on l'entend, il n'y a pas de contrôle des pouvoirs comme on l'entend, donc résultat des courses, ils peuvent d'autant plus se permettre de mettre en place des systèmes de contrôle qu'eux-mêmes restent sans contrôle et sans système de contrôle sur eux. Ouais, mais c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire que là, on a affaire quand même à une sorte de coup d'État permanent de gens qui veulent installer une dictature, parce qu'il faut nommer les choses. C'est quoi un État où il y a un délit d'opinion ? C'est quoi un État où on peut plus s'exprimer librement, on est contrôlé, on est censuré de manière invisible en plus. C'est là où c'est très, très malin. Ça permet de garder l'illusion de la démocratie. On met pas les gens en prison pour ce qu'ils disent, on les invisibilise. On n'est plus en démocratie, c'est déjà un truc acté. Enfin, on l'a jamais vraiment été si on se réfère à ce qu'est la démocratie, mais là, ça devient fatigant, quoi. Il y a vraiment une accélération, je trouve, sur ces 2 dernières années de mandat de Macron. On sent qu'il faut aller vite pour préparer la suite et que l'élection de 2027 en France ne doit pas dérailler. Emmanuel Macron et ces dernières années, en fait, sont le rêve absolu de ce que les plus fanatiques, de ce dont les plus fanatiques rêvaient.
En fait, jusque-là, et Dieu soit loué, je ne vais pas faire l'apologie des présidents qui l'ont précédé, hein, enfin, absolument pas. Mais il y avait, je pense, chez certains, pas tous, une espèce de rêve politique qui n'était pas un rêve messianique, juste un rêve politique. Alors, les ambitions politiques ne donnent pas des grands présidents. On ne peut pas dire que Jacques Chirac laissera une empreinte indélébile sur ce pays. On pourrait dire la même chose de François Hollande, qui franchement n'offre guère d'intérêt de ce qu'il en reste, d'accord, d'un bilan de la Hollandie, ce qui n'empêche pas de revenir une énième fois, hein, puisque François Hollande se rêve en tsar de l'ombre, qui reviendrait faire un nouveau mandat. Je veux dire, c'est un peu délirant d'ailleurs, mais ça démontre aussi l'indignité de gens qui sont incapables de laisser le pouvoir. À un moment, quand tu as tout planté, il faut partir. Je veux dire, pas eux. Jamais. Maintenant, quand je dis messianique, c'est parce que je n'ai jamais abordé au début il y a quelques années, j'abordais pas le problème comme ça. Je suis juriste, hein, j'essaie d'avoir une méthode rationnelle, tu vois, objective, un minimum. Je pense que maintenant on commence à se connaître. J'essaie de sourcer de tout et voilà. Justement, tu sais, j'aime bien cette phrase, je sais plus qu'il y avait une fois dit, quand on pense mal, faut travailler beaucoup, parce que on doit justifier. Pour justifier, c'est-à-dire qu'il faut bosser. Donc je bosse de cette façon-là. Maintenant, je pense quand même qu'Emmanuel Macron, ça fait quelque temps qu'on s'est rendu compte que le rêve qu'il avait est un rêve littéralement messianique. Il porte en lui une forme de messianisme hard. Il se voit réellement à la tête d'une espèce d'empire du bien, dont il est le tenant désormais à l'échelle de la France et dont il se rêve certainement le chef à l'échelle de l'Europe demain, pour peut-être redescendre d'un échelon et revenir en France en 2032. Sait-on jamais? On verra bien. Pourquoi je te dis ça? Parce que on voit que la question, le régime dans lequel nous sommes rentrés depuis 2-3 ans est un régime déjà très personnalisé. Emmanuel Macron se met en scène constamment, il n'est pas le seul, hein. Et c'est un régime qui a totalement muté. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que la concentration du pouvoir est telle que toutes les institutions traditionnelles, type Parlement, etc., n'ont presque plus de pouvoir. Elles ont totalement disparu, les institutions, derrière une sorte d'attelage entre des hauts fonctionnaires, évidemment, qui, eux, sont très peu connus ou alors très peu charismatiques, les deux allant souvent de pair. Évidemment, un tout économique. Bon, ça, je t'invente rien, ça fait longtemps que c'est en ligne de mire, c'est sur orbite, on va dire. Et à côté de ça, le pouvoir judiciaire. Et cette caste-là a fabriqué un monde et elle ne veut plus en sortir. Résultat des courses, on a un noyautage tel que plus personne ne comprend qui est responsable. C'est d'ailleurs passionnant. Comment est-ce que depuis quelques années, il n'y a plus de responsabilité? Le Louvre se fait cambrioler en 3 minutes, je veux dire, dans les conditions ubuesques qu'on a connues il y a quelques temps. Là, je ne sais plus, l'année dernière, me semble-t-il, ou il y a 1 an et demi, je ne sais plus. Oui, c'est tellement rapide, avec Il n'y a pas de responsable. Personne ne pose sa démission, personne n'est jamais responsable. Alors si, je crois que la patronne du Louvre avait posé sa démission et Macron a dit non, tu fais un bon boulot, reste, c'est super. Alors, mais ça ne change pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que soit on pose sa démission et elle n'est pas acceptée, soit les gens restent en place pendant 20 ans. Et ça va te faire avec ce que je te dis à l'instant, c'est-à-dire que le monde dans lequel on est passé, il était déjà partiellement là, mais il s'est renforcé, est un monde dans lequel les tenants du bien sont tellement sûrs d'être dans le vrai qu'ils ne rendent même plus le pouvoir. Avant, il y avait une espèce d'illusion, qu'on le veuille ou non, de passation à un clone, ou à un semi-clone, ou à une espèce de pseudo-alternance. Qu'on le veuille ou non, il y avait une espèce de pseudo-alternance. Désormais, officiellement, on ne rend plus le pouvoir, on le garde. Ursula von der Leyen fait 2 mandats, alors que les SMS ont été révélés, que l'affaire est terrible en termes de corruption. L'affaire est terrifiante. On a un pouvoir européen dont une ancienne patronne du Parlement européen, tu te rappelles, a été littéralement retrouvée avec des mallettes de pognon à la maison pour un autre vote en faveur du Qatar. C'est-à-dire le Qatar. Et on n'en parle pas. Et on dit ah oui, mais voilà. On a aussi un membre de l'OTAN, de la centrale d'achat de l'OTAN, pareil, qui est tombé pour corruption, des faits de corruption graves et avérés sur de la vente d'armes. Pareil, c'est jamais évoqué pour ce que c'est. Enfin, j'en parlais avec Georges Kousmanovic, qui avait sorti l'affaire. Enfin, c'est scandaleux. C'est-à-dire que la corruption est partout, l'injustice est partout, et quels sont les moyens pour le peuple de reprendre le pouvoir et enfin de nettoyer les écuries d'audience? Il n'y en a pas. On a l'impression que tout est verrouillé. C'est ça, moi, qui m'angoisse. Ah, mais je sais, c'est pour ça que, au fond, je sais que à chaque fois, je prêche un peu dans le désert et je le sais, mais j'essaye de poursuivre quand même un petit bonhomme de chemin, tu vois. Chacun essaye de le faire. Au fond, il suffit de gagner l'élection présidentielle. Ouais, il faut prendre la structure de l'État. Ouais. Il faut reprendre la structure de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense... Alors, le problème que je vois, et c'est-à-dire ça me frappe, si tu veux, d'autant plus avec le cas Marine Le Pen, hein, ça me frappe de plus en plus, c'est que personne n'émerge.
La deuxième, parce que ça fait de pair avec la question que tu m'as posée, ces 2 dernières années d'Emmanuel Macron, ou plutôt ces 10 dernières années, si tu prends les 2 mandats, ont fait définitivement advenir l'idée selon laquelle la politique n'est plus que l'affaire d'une classe interchangeable. Je ne suis pas en train, encore une fois, de tresser des lauriers s'agissant des prédécesseurs, mais on ne pourra pas dire que Jacques Chirac n'était pas charismatique. On ne pourra pas dire d'une certaine manière que Nicolas Sarkozy n'était pas, à un moment, j'ai bien dit à un moment, Ouais, quand il a lancé sa campagne, bien sûr. une espèce de figure particulière. Désormais, nous sommes entrés dans une situation, excuse-moi, dans un temps dans lequel plus la crise s'installe, plus la mise sous tutelle française est puissante, plus nous sommes dans une guerre de tout. Guerre des prix, guerre de l'énergie, guerre de l'alimentation, etc. Plus tout ça s'installe, alors même que les couteaux sont tirés et que tout le monde rêve d'être calife à la place du calife, il n'y a plus une personne qui a une sorte, ou presque dans le paysage politique global, je veux dire, à quoi que ce soit qui dépasse et qui fait le lien entre ces figures-là. Il n'y a plus rien. C'est un paysage de ruines. Bah, je dirais qu'il y a quand même un vieux politicien qui connaît bien la musique, dont c'est la 4e campagne aussi, Mélenchon, qui joue quand même très bien sa partition pour cette campagne et qui se dit, ah, cette fois-ci, compte tenu du paysage de ruines que c'est, dans un cadre Le Pen-Mélenchon second tour, c'est tout à fait jouable cette fois-ci. Reste à faire tomber, bien sûr, la social-démocratie, qui est son objectif depuis le début. Mais là, on voit quand même qu'il y a une dynamique qui effraie d'ailleurs les plateaux de dire oh, mais un second tour Mélenchon-Le Pen est possible et Mélenchon pourrait gagner cette fois-ci, rendez-vous compte. Ah, mais ça, c'est d'ailleurs, en termes de sociologie, le cas Mélenchon est très difficile à aborder, je trouve. Enfin, très difficile. Il mérite un peu de subtilité, beaucoup plus qu'on en donne souvent. Je suis frappé, moi, souvent, un peu sidéré par les gens qui associent Jean-Luc Mélenchon exclusivement à cette fameuse montée de la Nouvelle-France, la France dont il parle constamment, avec le maire Bagayoko d'Île-de-France, etc. C'est désormais la France, en fait, la France de Jean-Luc Mélenchon, on la présente comme une France racialiste, qui serait cette nouvelle France contre l'ancienne France, dans cette espèce de choc. Alors, je suis un peu caricatural, hein, mais on aurait le tenant de la vieille France, ou de l'ancienne France, qui serait Marine Le Pen, et on aurait en fait la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Cette présentation des choses, qui est peut-être de tenaille identitaire, dont parlait beaucoup Éric Zemmour, d'ailleurs, en 2022, parce que chacun se nourrit, en fait, de cette espèce de haine miroir des deux camps. Ah oui, c'est terrible. C'est terrible, et elle occulte quelque chose, ça dit Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est de l'analyse qu'on doit avoir sur lui, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est également le héros, c'est peut-être beaucoup dire, mais le candidat préféré d'une grande partie de la bourgeoisie déclassée française qui a subi également, qui commence à subir également les affres de la mondialisation. Beaucoup de gens des villes, en fait, des métropoles, hein, qui vivaient mieux avant, qui maintenant sont locataires parce qu'ils ne peuvent plus être propriétaires, parce que le monde qu'ils ont validé durant toutes ces années par l'entremise de leurs propres parents, c'est ce monde qui leur laisse un monde en ruine, dans lequel ils n'arrivent même plus à être propriétaires en ville, puisque tout a augmenté. C'est la folie furieuse. On vit une vie en fait de locataire, c'est-à-dire une vie qui est rompue à être dans la main de quelqu'un. Nous ne sommes vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Voilà. Klaus Schwab. Klaus Schwab. Mais le problème de cette France déclassée, en tout cas en voie de déclassement, et qui est rejointe par une France que moi je vois venir dans les milieux judiciaires, mais pas que dans les milieux intellectuels. Jean-Luc Mélenchon est beaucoup apprécié parce que d'une certaine manière, il représente un rempart contre Marine Le Pen, dans un jeu également classique, qui est que l'extrême droite serait l'actuelle extrême droite serait la fille, Marine Le Pen serait la fille de Joseph Goebbels ou de Rudolf Hess, d'accord, pour varier les prénoms, les noms de nazis, ne soyons pas toujours sur Hitler, hein, essayons de mettre un peu de diversité dans ce monde de brutes. Mais quoi qu'il en soit, je m'aperçois que Jean-Luc Mélenchon a cette faculté à mobiliser les intellos, les universités, les jeunes, les étudiants et la France un peu déclassée. Ça veut dire que demain, et c'est ce que l'extrême centre ne comprend absolument pas, si le déclassement se poursuit d'une manière ou d'une autre, de toute façon, le duel est inévitable. Puisque, là encore, il y a des analyses sociologiques très claires, la petite France qui vit mal, qui travaille énormément et qui en gros a payé les indépendants, les petits employés, etc., toute cette France-là a rallié le RN depuis longtemps. Et en face, et les analyses sociologiques aussi, la France qui vit mal, mais qui est périurbaine ou plus ou moins en ville, cette France-là qui est aussi déclassée, qui vit aussi mal et qui subit les affres de la mondialisation, mais qui se rêve encore comme appartenant au camp du bien, c'est-à-dire de gauche, vote Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça qu'il sait qu'il a une chance. Ouais.
Bah, après, il y a toutes les initiatives populaires aussi, les souverainistes qui n'ont pas accès aux médias. Enfin, on peut voir l'initiative Branco, il y a Clara Heger qui se présente à nouveau sur les constituants. Enfin, tout ça n'a pas droit de citer. C'est comme si la démocratie ne pouvait pas exister par cette pluralité, en fait. Donc, on appauvrit déjà le débat. On polarise, droite contre gauche, hein, les fachos contre les antifachos. Et puis derrière, c'est de la programmation neurolinguistique. Enfin, en fait, on est en train de manipuler un peuple pour aller là où on veut qu'il aille, en respectant plus ou moins le cadre. Et comme ce peuple est un peu réfractaire, c'est les Français, on ajoute le DSA, on ajoute l'Europe pour vraiment empêcher une expression démocratique. Moi, c'est ça que je vois en fait. C'est vraiment l'extinction des feux. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a une forme d'extinction des feux. Maintenant, je trouve aussi que les hommes politiques que nous avons, aussi médiocres que certains soient, il faut dire aussi que la plupart n'offrent jamais, ne tentent jamais de sortir du repère orthonormé. Jamais. C'est-à-dire que Jamais. une fois que tu les entends, c'est les prétendues rébellions sont des rébellions de cours d'école. Par exemple, je te donne un exemple très simple. Je ne comprends toujours pas comment on peut accepter de se faire cornériser lorsqu'on te dit souverainiste, par exemple. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, par exemple, les rares fois, d'ailleurs, récemment, j'ai eu l'occasion de présenter mon bouquin chez Christine Kelly, d'accord, sur CNews, peu importe. Ce qui m'a frappé, là, c'est quand Christine Kelly m'a dit immédiatement, ah, c'est un livre, etc., intéressant, machin, c'est un livre souverainiste. Et j'ai dû la couper tout de suite en disant, non, ça l'est pas. C'est juste un livre qui dit la vérité. Parce qu'en fait, le souverainisme, par exemple, la souveraineté, c'est une question de vie ou de mort, c'est pas une question politique. Oui, ça devrait être dans tous les partis qui défendent l'intérêt de la France. Je comprends même pas je ne comprends pas cette idée. Je te donne un exemple. Comme moi, je suis venu à cette question de souveraineté, je l'ai fait en juriste, en quelque sorte. C'est aussi ma formation. Et un jour, tu apprends, d'accord, je faisais mes études, j'apprends par exemple, tout benoîtement, que la souveraineté, c'est ce qu'on appelle la compétence de la compétence. C'est-à-dire que le souverain, c'est celui qui est seul maître des limites de ses propres compétences. Donc, ça veut dire que s'il délègue, il choisit de le faire, mais personne ne peut lui piquer ses compétences. Je suis un peu vite, mais tu as compris. Donc, il peut battre monnaie, rendre la justice, gérer les affaires internationales, l'économie, etc., etc. Logique. Et déclarer la guerre. Et déclarer la guerre, exactement. Et tout d'un coup, cette chose qui est une définition rigoureuse, qui n'est discutée par personne à travers le monde, d'accord? Parce qu'il faut être débile pour pas se rendre compte que même quand tu es chez toi propriétaire de ta baraque et que tu n'as pas envie que quelqu'un rentre chez toi, bah, tu ne lui ouvres pas la porte parce que tu es maître chez toi, d'accord? C'est pas très compliqué à comprendre, hein. Ça s'appelle être souverain chez soi, en quelque sorte. Tout d'un coup devient une vue de l'esprit, une opinion. Une opinion, c'est pas une opinion, c'est qu'on ne peut pas concevoir la vie ou un État autrement que sous cette forme-là. Ça n'existe pas. Un peuple est souverain ou il n'est pas. Un État est souverain ou il n'est pas. Sinon, c'est la porte ouverte à la pauvreté parce que c'est l'aliénation. Tout va de pair. Et Ouais, c'est exactement ça. Ça me frappe combien est-ce que dès qu'un rare qui essaye sur les plateaux mainstream, je suis d'accord, selon des règles du jeu assez frelatées, je suis d'accord, mais tente un cheveu de se lancer là-dedans, il se fait cornériser et au lieu de relever la tête, il plie, il courbe l'échine, il se laisse taxer de tous les maux à peu de choses près. Il est fini comme un boxeur qui n'a même pas tenté de combattre dans le coin, je veux dire, comme au fond de la classe, je veux dire, comme le dernier qui accepte le bonnet d'âne, et il va rentrer chez lui en toute tranquillité et reprendre le fil de tout ça le lendemain. Ça, je vais te dire, ça c'est quelque chose qui, durant toutes ces années, me sidère, continue à me sidérer et continue à me faire dire que bon sang, bonsoir, on n'est pas sorti de l'auberge, alors même que la souveraineté, par exemple, est une notion qui ne devrait même pas, je le répète, ne devrait même pas susciter le moindre débat si demain on veut sortir de la merde nos agriculteurs, nos classes moyennes, nos employés, qui que ce soit dans les guerres qui font rage, d'autant plus vu les périls, je veux dire, qui s'abattent en ce moment. Non, mais c'est ça, c'est vraiment extraordinaire de voir qu'on a abdiqué avec ces petits hommes, hein, volontairement, et que depuis, on est coincé avec une technocratie et un pouvoir des juges qui n'a plus rien de politique. Guylain, merci beaucoup. Je rappelle quand même ton livre qui est vraiment extraordinaire. Nos vrais maîtres, l'histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. On avait déjà fait un entretien en entier. Vous pouvez le retrouver sur le site de la chaîne du Monde Moderne. Ce livre est édité par l'Artilleur où tout est expliqué sur vraiment, là, c'est des portraits
de ces petits êtres gris qui sont dans l'ombre et qui ont fait finalement, qui se sont joués d'un De Gaulle et qui ont réussi à prendre le pouvoir de manière assez intelligente, on va dire, mais sans qu'il y ait eu de contestation, sans qu'il y ait eu vraiment de fight back, enfin de retour. C'est-à-dire que ça a été très facile pour eux. On se rend compte, cette fameuse règle de droit, le fameux droit européen qui est de pire en pire, c'est eux qui le font, et ce droit européen, on ne peut pas le contester en fait. C'est ça qui est merveilleux. Juste, tu me permets, on conclut là-dessus parce que ça me ramène, Ouais. mon bouquin me ramène à deux actualités. Je te parlais tout à l'heure de Marc Guillaume, qui est le dernier portrait de mon livre, hein, qui est l'actuel patron du Conseil d'État nommé par Macron. Donc, c'était la conclusion de mon livre à l'époque. Je voulais un dernier portrait actuel, c'était celui-ci. Et deuxièmement, pour faire le lien entre cela et le cas Le Pen, ce qui m'a par exemple sidéré, je fais le lien, je m'excuse, hein, Alexis, tu me permets juste une petite... Non, vas-y, t'es là pour ça. C'est que Marine Le Pen, quand je disais qu'elle était timorée, il y a une question européenne qui crève les yeux dans son dossier et qu'elle a à peine effleuré. Elle a effectivement tenté de dire que le détournement de fonds publics ne pouvait pas être envisagé de la même façon que si c'était un détournement de fonds publics français, parce que c'est au niveau du Parlement européen. Bon, admettons, c'est sa question. Mais moi, j'ai une vraie question à poser depuis le départ. Et je l'ai trouvé très timorée. C'est que, par exemple, pourquoi n'a-t-elle pas dit d'emblée que le Parlement européen, ne servant strictement à rien, l'utilisation du pognon qu'elle a faite pour le parti est de toute façon, entre guillemets, une utilisation, admettons le terme détournement, mais une utilisation au profit d'un groupe politique, d'un pognon qui de toute façon alimente les caisses d'une institution qui ne sert rigoureusement à rien en termes de compétences. C'est ça. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'au regard du jugement de première instance, lorsqu'on lui a dit, le jugement de première instance a retenu que le RN avait manqué, était un parti, je ne sais plus quel était le terme exact, mais un parti qui était hostile aux valeurs de l'Union européenne. Ça veut dire que dans le jugement, à un moment, tu as une analyse purement politique de la situation juridique du parti, le RN, en fonction de ses valeurs européennes. Là, les bras en sont tellement... Moi, j'aurais été la peau de Marine Le Pen, j'aurais dit non mais attendez, si on en est là, ce jugement est un torche-cul, terminé, je ne veux plus en entendre parler, et je veux dire, et c'est avec une combativité, et ainsi qu'elle aurait pu concevoir un récit, une histoire, un combat à mener contre tout ça. Malheureusement, la docilité dont tu parlais tout à l'heure est une docilité généralisée, un endormissement généralisé qui vit depuis longtemps et il faut que ça cesse. C'est peut-être une conclusion un peu rapide et optimiste, mais on va bien l'arrêter. En France, on a cette docilité, mais l'AfD est soumis au même dictat européen et à ces lois totalement inventées, c'est-à-dire qu'il faut maintenant supprimer le groupe parlementaire qui a été mis en place par l'AfD parce qu'il est contraire aux valeurs européennes encore. Est-ce qu'on peut attendre de la part de l'AfD un peu plus de combativité en Allemagne ou est-ce que là aussi ça va déposer les armes rapidement ? Écoute, je disais en début d'entretien que la jurisprudence a sorti de son chapeau une nouvelle notion qui est la notion de démocratie combattante. Cette notion de démocratie combattante a été développée par la Cour européenne des droits de l'homme il y a je ne sais plus combien de temps. C'était pour justifier l'interdiction d'un parti en Turquie, me semble-t-il. Démocratie combattante, mais c'est formidable. En fait, ça s'appelle la dictature, mais ils ont appelé ça démocratie combattante, c'est génial. Mais attends, m'excuse-moi parce que là, du coup, la conclusion se poursuit avec toi, mais c'est un plaisir d'échanger avec toi. J'ai observé récemment dans mon domaine en droit que les mémoires des jeunes étudiants, tu sais, qui font leurs études, hein, donc ils sont en Master 1, Master 2, Bac plus 5 en gros, et leur mémoire, de plus en plus en droit public, est consacrée à ça. Pourquoi ? Parce que pour eux, la notion de démocratie combattante, c'est la manière de combattre les populistes. Ça veut dire qu'ils s'intéressent à la façon dont l'Europe, j'ai tombé là-dessus, un sujet de mémoire d'un étudiant manifestant pas con. Il se demande dans quelle mesure l'Union européenne ne serait pas le modèle d'une démocratie combattante contre les tenants du populisme qui, eux, osent critiquer l'état de droit. Ça veut dire qu'ils justifient l'Union européenne sous la dénomination de démocratie combattante, notion qui a été utilisée par la Cour européenne des droits de l'homme pour justifier l'interdiction d'un parti au nom de la démocratie. Et là, tu vois l'institutionnalisation du renversement. C'est pas seulement qu'on le pratique, le renversement des valeurs, en disant la démocratie, peu importe, on interdit. C'est qu'en plus, maintenant, on le célèbre par les canaux scientifiques, des travaux de recherche, des mémoires, qui vont dire auprès des enfants et des jeunes et des étudiants, c'est normal, vous avez raison. Au nom de la démocratie combattante, on abolit la démocratie combattante. Mais j'adore.
Ils sont très forts quand même pour Oui. inverser le réel et trouver des formules avec la novlangue. Le Parlement européen, évidemment, est un parlement fantoche. Il est là uniquement pour permettre à des figures comme Nathalie Loiseau ou Raphaël Glucksmann d'exister et d'exister sur la scène politique nationale. Sinon, ils ne seraient pas élus au national. Je parle même pas de Madame Renew, là, je sais même pas comment elle s'appelle, j'ai oublié. Ah oui, Valérie Hayé. Merci Valérie Hayé, qui n'a pas les capacités non plus pour être aux politiques nationales. Tout ça, c'est quand même nous qui le payons avec nos impôts pour ensuite se faire mettre une dictature sur la gueule sans pouvoir dire non. Enfin, comment on fait Une Nous, on dictature est qu'on toujours nomme, moins de 4000, tu vois, bien dans sûr. notre direct sur YouTube parce qu'on n'a pas le droit d'être plus. Moi, ça me rend fou. Comment on fait pour casser ce plafond de verre, faire qu'un maximum de Français se rendent compte de l'imposture dans laquelle ils baignent quotidiennement? D'autant plus, tu as d'autant plus raison que, comme je le disais à l'instant, ce que tu appelles dictature devient pour certains la démocratie combattante. C'est-à-dire Oui, que non, mais voilà, c'est fou. le renversement orwellien est tel. Alors après, tu sais, déjà, il y a quand même des renversements qui s'opèrent aussi parce que les esprits sont en train de changer. Il y a quand même quelques années, qui aurait imaginé que les Français soient sceptiques quant au rêve européen. Les sondages commencent à être pas très bons. Je veux dire, les gens, le réel leur éclate à la gueule. Ils s'aperçoivent que le monde de prospérité, de paix et de bien-être qu'on leur a vendu est un monde de guerre, de privation, de complications, d'interdictions, etc. Et deuxièmement, je pense que cette mer-là, je disais tout à l'heure, je crois, tu ne l'arrêtes jamais avec les bras. Le droit, il faut jamais l'oublier, le droit, c'est du papier. Alors, c'est un papier d'une contrainte folle, mais sur le fond, c'est du papier. Ça veut dire que le renversement, il est possible lorsque les consciences sont conscientes, enfin, comment dire, reprennent le fil d'un récit qu'on leur a souscrit, qu'on leur a volé. Et au fond, c'est aussi ce qu'on fait. On interdit aux gens de dire, vous avez le droit de vous libérer. Vous avez le droit de sortir de ça. Vous avez le droit de penser autrement. Tout ça a été totalement phagocyté. Je veux dire, on a créé des moutons petit à petit, ou plutôt on a engendré un esprit moutonnier par le biais de toute cette norme, réglementation. Et je constate autour de moi souvent qu'on me dit, mais Guylain, le problème, c'est, on voit ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et je leur dis, si déjà vous acceptez de penser mal et de vous rendre compte qu'à un moment vous pouvez sortir de chez vous et ouvrir vos gueules, c'est pas mal. Mais tu t'aperçois que même jusqu'à l'urne, même jusqu'à l'élection, il y a une crainte panique, une peur panique que les choses changent, alors même que beaucoup de gens veulent le changement. Il y a ce paradoxe-là, il faut le casser. Ça prendra peut-être du temps, mais à mon avis, je suis persuadé qu'on va y arriver d'ici peu de temps pour une raison simple, c'est que le bateau coule trop vite pour que les gens aient encore envie de rester dedans. C'est fou, c'est fou. On coule, on coule. Il y a Harold Bernard, que j'aime beaucoup aussi, qui vient de résumer. Toute contestation de la Commission européenne sera taxée d'ingérence étrangère pendant 1 an. Les systèmes de contrôle sont déjà en place. Cela se traduira par un contrôle très strict des algorithmes, des désabonnements en masse, un contrôle accru. Le DSA de Breton et de von der Leyen sert à ça. Le discours de Macron est très clair. Ce qui remet en question ce modèle doit être combattu par tous les moyens. L'opposition contrôlée, Mélenchon-Le Pen, les extrêmes. Rien sur l'UE avec la guerre pour Horizon et une mise en sauce pour faire passer à Macron bis en 2027 en attendant le retour de Macron en 2032 puisqu'il s'interdit rien. Je crois que c'est le résumé de la situation. La seule façon d'en sortir, c'est de tout faire péter de manière algorithmique. Je ne sais pas comment faire, mais on va y travailler. Déjà, si vous pouvez le faire en vous abonnant, en partageant, en faisant des extraits, en montrant un maximum. Et puis, à un moment, le réel, comme tu viens de le dire, Guylain, va de toute façon être le mur sur lequel va se fracasser cette dictature européenne. Et j'espère qu'il y aura suffisamment de citoyens courageux pour se lever, dire non et dénoncer cette dictature pour ce qu'elle est, parce que c'est ce dont il est question aujourd'hui. Exactement. Disons que, Merci beaucoup. il faudrait bien abolir cette démocratie combattante, comme elle se nomme, pour revenir à la démocratie. Bah, au moins, on a un terme, donc on dira pas que c'est une dictature, on dira que c'est une démocratie combattante, c'est très bien. Ouais. On va utiliser leur terme, hein, comme ça on sera pas gêné, mais on sait ce que ça veut dire. Exactement. C'est une façon de faire. Bon, c'est pire qu'un naufrage. Hein. C'est un naufrage avec en plus des aliens et des zombies sur le bateau en train de bouffer les rescapés, quoi. Oui. Il reste plus rien. Mais on est là. Il me semble, il y a un philosophe qui a écrit un bouquin, j'ai oublié de qui, c'est Naufrage avec spectateur, je crois. Et ben, je veux dire, c'est un peu la sensation qu'on a. Je veux dire, on est spectateur d'un naufrage et ce naufrage-là, il est en même temps indigne, il est embarrassant. C'est ça aussi le problème. Des fois,
Moi, Et surtout que il est mais on a honteux parfois, envie de... par-delà l'âpreté, la dureté pour beaucoup de gens de vie, je veux dire, horrible. Le quotidien devient très, très embarrassant, très compliqué. Je trouve en plus qu'il y a une telle honte que parfois nous regardons nos dirigeants et nous demandons mais comment on a pu en arriver là. Tu sais, j'ai regardé un spectacle de Fabrice Lucchini l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, où à un moment, il est d'ailleurs très drôle, il se lève la nuit, comme ça, pendant le Covid, je crois, il raconte qu'il est tombé sur un spectacle des anges de la télé-réalité, quelque chose comme ça. Et il a assisté à ça à 5 heures du matin, il dit dans une rediffusion, et il s'est dit, mais comment on a pu en arriver là? Et il a cette phrase très drôle, il dit, De Gaulle, mais où es-tu? Mais que restes-tu? Et il est très drôle parce que le choc de l'esprit il en rajoute évidemment, mais le choc qu'il vit, c'est d'allumer la télé, de voir ça et de se dire, mais comment on a pu en arriver là? C'est un peu ce fil-là qu'on essaie Mais je pense que tout ça va aussi finir par s'arrêter parce que le réel est Oui. trop violent pour que ça dure plus longtemps, ou beaucoup plus longtemps. Oui, les hommes et les femmes de bonne volonté sont plus nombreux que les pervers, Oui. qui se vivent comme des élus permanents. Et c'est vrai que les anges, moi je parlais des anges de l'Assemblée nationale, quand il y avait la 1re fournée des macronistes, c'était vraiment ça. Oui. On se rappelle, les Sibeth Ndiaye, enfin, Mm. c'était du délire. On avait affaire à des gens, mais enfin, Prisca Thévenot est encore là, mais on a affaire à des influenceurs. C'est pas des responsables politiques, c'est pas des gens qui pensent politique, ce sont des influenceurs assez stupides qui croient en plus à cette idée européenne. Hein. Pour eux, la Oui. démocratie combattante, c'est un vrai terme. Hein. C'est quelque chose qui dit les choses. Et c'est vrai que cet effondrement, il est sur tous les pans de la société. Donc, il n'y a pas forcément qu'à la télé que c'est nul. La politique aussi, c'est nul. Voilà. Absolument. Donc, on est au courant. Merci beaucoup, Guilain. Merci Merci à d'être toi, toujours au Alex. rendez-vous. On avait quelques soucis de connexion, mais ça a bien fini. Donc, on a pu faire un long entretien et puis on aura l'occasion d'en reparler. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, alors bon, c'est un constat tragique, hein, on va dire, constat réel en même temps. Nous sommes dans un moment critique. Vous le savez peut-être, vous le savez peut-être pas, mais à la rentrée, il y aura, d'ici la fin de l'année, cette obligation européenne de s'identifier pour accéder aux plateformes. Beaucoup d'entre vous ne le feront pas, je les comprends, et donc on va perdre beaucoup d'audience. Alors si vous voulez nous soutenir, vous pourrez nous regarder sur Rumble par exemple. Vous trouvez Le Monde Moderne sur Rumble. Vous trouverez Le Monde Moderne sur notre site internet également. Sur YouTube, l'avantage c'est que c'est monétisé, ça nous permet de gagner de l'argent. Et puis vous pouvez vous abonner aussi sur YouTube. Mais vous pouvez aussi nous soutenir via Tipeee, tipeee.com/Le Monde Moderne. Et ça, de manière récurrente, pour 1 € par mois, vous pouvez nous aider et faire que sur les 4000 que vous êtes chaque matin selon l'algorithme, puisqu'on n'a même pas été 4000 ce matin, vous voyez, c'est ridicule. On voit très bien, on n'a pas le droit de dépasser 4000. C'est 3988, 3800, 3700, 3982. C'est que ça. Toute la matinée, je regarde un peu comme ça, je jette des coups d'œil, parce que ça m'énerve profondément de voir la mauvaise foi de ces plateformes, de voir la façon dont elles nous traitent comme des rats de laboratoire, comme le reste des citoyens, c'est normal. Mais derrière, c'est un travail qui est décrédibilisé, qui n'est pas pris à sa juste valeur. Et le but, évidemment, est de démonétiser et démoraliser et démobiliser et faire en sorte qu'on arrête. Je n'arrêterai pas. Et on va continuer. Et on va être de plus en plus fort. Et on va être de plus en plus visible parce que c'est la seule façon d'éviter ce putain de naufrage. Je mesure la chance qu'on a de pouvoir se retrouver chaque matin parce que demain, tout peut s'arrêter. Parce que quelqu'un à Bruxelles va le décider. Parce que quelqu'un qui n'a pas été élu, sur lequel nous n'avons aucun pouvoir, peut demain décider que c'est fini. Il n'y a plus de médias alternatifs. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de rester ensemble et surtout de rameuter un maximum de monde. Donc si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par la revue de presse du Monde Moderne, ou par le site du Monde Moderne, par nos entretiens, par ce qu'on vient de dire avec Guilain et avec d'autres invités, faites-les venir. Demandez-leur de s'abonner. Faites en sorte que les gens viennent et nous découvrent. Parce que l'algorithme ne le fera pas pour nous. C'est la seule façon qu'on a de passer de 4000 à 8000 et puis de 8000 à 16000 si jamais ça fonctionne.